Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque semaine, vous savez maintenant c'est le rendez-vous hebdomadaire, deux émissions pour débriefer les performances des quarterbacks lors de la dernière semaine de NFL. Et on se retrouve aujourd'hui pour le flop 10 de la semaine, les 10 moins bons, les 10 pires quarterbacks de la semaine. Voilà, cette semaine, des performances pas terribles de la part d'un certain nombre de quarterbacks. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal de joueurs qui switchent de catégorie, là, qu'on était un peu habitué à voir dans le top et qui se retrouvent dans le flop, ou l'inverse. Donc, écoutez, on va se lancer directement dans le vif du sujet. On va commencer avec le flop 10 et le numéro 10 de ce flop de la semaine. J'ai placé Justin Fields des Chicago Bears. Alors, Justin Fields, pourquoi ? Alors, pourquoi 10 et pourquoi seulement 10, j'ai envie de dire. Seulement 10 parce qu'il n'a pas joué tout le match. Il est sorti en début du troisième quart-temps. Du coup, ses stats sont assez peu représentatifs, mais il était quand même sur un début de match qui était assez catastrophique. Donc, il finit à 6 sur 10 pour 58 yards avec quand même 46 yards à la course en 8 tentatives. Il est sorti, comme j'ai dit, donc au début du troisième quart-temps et c'est dommage parce que ce match face aux Vikings, là, il y avait une vraie opportunité. Il y avait une vraie opportunité pour les Bears là, qui sortaient d'une victoire, qui sortaient de deux bons matchs, parce que même le match d'avant, c'était une défaite face aux Broncos et ils avaient fait un bon match. Notamment Justin Fields avait fait un très bon match. Et là, ils sont retombés un petit peu dans leur travers. On ne savait pas trop où se situeraient ces Vikings qui étaient privés, on le rappelle, de Justin Jefferson, leur meilleur receveur. Est-ce qu'il va revenir Jefferson? On ne sait pas. Il y a encore discussion. Du coup, les Vikings se retrouvent avec 2 victoires. Les Bears plafonnent avec leur seule victoire de la saison, c'était face aux Commanders la semaine d'avant. Et voilà, Justin Fields, pas terrible. Alors c'est pareil pour lui, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il est doubtful pour le prochain match, mais je pense qu'il ne jouera pas. Et puis, même un peu plus loin que ça, puisque ça parle d'une possible chirurgie. Il s'est retourné le pouce, et c'est le pouce de son bras de lancer en plus. Donc ça, c'est le genre de blessures qui peuvent prendre du temps. Et donc, je lisais les derniers rapports là. Il semblerait même qu'il puisse être mis sur l'injury reserve, et donc il manque à minima les 4 prochains matchs, en tout cas les 4 prochaines semaines. Je ne sais plus où en sont les Bears au niveau de leur bye week. Je crois qu'elle est un peu tardive. Mais voilà, en tout cas, Justin Fields qui avait commencé le match assez péniblement en un quart-temps, en une mi-temps, il avait eu le temps de lancer quand même une interception et de subir 4 sacs. Alors, est-ce que c'est la défense des Vikings qui a bien joué le coup? On sait qu'elle était en difficulté en plus, cette défense des Vikings. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire là, et il n'y a pas eu cette connexion qu'on avait vue avec DJ Moore dans le match précédent. Voilà. Il est seulement 10e parce que c'est compliqué de le juger sur une seule mi-temps, une mi-temps et un bout de troisième quart. Mais le match était pas bon, et il y a quand même des soucis à se faire au niveau des Vikings, au niveau des Bears, dans la mesure où, comme je l'ai dit, Justin Fields devrait manquer plusieurs matchs. On continue avec le numéro 9. Numéro 9, j'ai placé Geno Smith. Geno Smith, donc des Seattle Seahawks, qui finit avec une fiche de 27 sur 41, 323 yards, aucun touchdown, 2 interceptions. Il a également couru pour 20 yards en 4 tentatives. Voilà, c'était un match aussi où on se disait, voilà, ça va être un peu la défense des Seahawks face à l'attaque des Bengals. Alors, on n'a pas eu le match explosif qu'on attendait. C'est vrai que
on s'attendait, pardon, on s'attendait peut-être un peu à ce que ça pète dans tous les sens. Hein. Il y a du potentiel hein, chez les deux équipes en attaque. Ça peut aller très vite, très loin. Dickie Metcalf, Taylor Lockett, pour citer que sur au niveau des Seahawks. Évidemment, l'attaque des Bengals qu'on pensait un petit peu retrouver. Et finalement, cette attaque des Bengals a été un peu en difficulté sur le début du match. Et les Seahawks ont laissé, je pense, passer une belle occasion parce que voilà, ils étaient prenables cette semaine, les Bengals. Et évidemment, avec ce genre de fiche, ça n'aide pas. Alors, ok, il a lancé son camion de garde, mais à la fin, il n'y a qu'un seul touchdown et il est au sol. Et, donc, voilà, ça nous donne un match assez compliqué. La ligne offensive a été en difficulté également. Il a subi 4 sacs, Geno Smith. En difficulté face à la D-line des Bengals. On a vu, je crois que j'ai vu le rookie Smith Njigba faire quelques réceptions. On a vu aussi un peu le fameux rookie, le receveur rookie dont on parle beaucoup, Jake Bobo, se mettre un peu en valeur. Mais on attendait mieux de Geno Smith et du duo de receveurs Lockett-Metcalf. Et malheureusement, ils se sont pas vraiment mis en valeur sur ce match. Donc, 9e place pour Geno Smith. 8e du flop 10 de la semaine, j'ai placé Bryce Young, à nouveau le receveur rookie, le premier choix de la draft 2023 des Carolina Panthers. 23 sur 38 pour 217 yards, un touchdown. Alors, il n'a pas fait d'interception. Il a à nouveau mangé 4 sacs. Bon, on s'attendait à ce que ce soit compliqué hein, pour les Panthers. Il y a eu un début de match un petit peu surprenant. Est-ce que les Dolphins sont arrivés trop beaux? Je sais pas. Je crois qu'il y avait 14-0 à la fin du premier quart ou quelque chose comme ça. Et derrière, bon, ils se sont mis un peu la tête à l'endroit et très vite ils ont su récupérer et contrôler le ballon et Bryce Young n'a jamais réussi. Alors, quelle est la part de lui? Quelle est la part du coaching? Quelle est la part de ce qu'il a à disposition? On le compare beaucoup à CJ Stroud, c'est normal parce que il était devant à la draft et CJ Stroud fait, faut le dire, hein, une bien meilleure saison rookie. On disait les deux effectifs étaient comparables parce que mine de rien, les Texans, pardon, ils avaient terminé avec le 2e pire bilan de la ligue, alors que les Panthers étaient 9e à la base à la draft. Hein, ils étaient montés pour aller récupérer Bryce Young au Chicago Bears justement. Et donc on se disait il y a un peu plus peut-être de matériel déjà dans cette équipe des Panthers et finalement pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. On voit que c'est difficile au niveau de ses receveurs. C'est un peu toujours Thielen. Le rookie Jonathan Mingo déçoit un petit peu. On voit peu Hayden Hurst, le tight end qui a été échangé, qui sortait d'une belle saison avec les Bengals. Voilà, à nouveau compliqué cette semaine pour Bryce Young. Alors on sait, c'est un rookie. L'année va être compliquée. Je répète que j'ai fait une erreur la semaine dernière quand je vous ai parlé des Panthers et de leur bilan. J'avais dit ils vont finir premier choix de la draft, ils pourront peut-être aller chercher Marvin Harrison. Je l'ai dit dans l'épisode top de la semaine le lendemain. Non, ils pourront pas. Pourquoi? Parce que évidemment leur premier choix de cette année est aux Chicago Bears. Ils l'ont échangé dans l'échange qui leur a permis d'aller chercher Bryce Young. Donc faudra faire quelque chose. Hein. Faut lui donner des cibles, faut lui donner la ligne offensive. Sur ce match, elle est en difficulté. C'est vrai qu'elle est un peu sur courant alternatif cette ligne offensive. Hein. Je regarde un peu au niveau des stats. Au niveau des sacs, là, je reprends depuis le début de saison. 2, 4, 5, 1, 4. Bon. Voilà, c'est pas catastrophique, mais tout ça conjugué fait que c'est un petit peu compliqué pour Bryce Young. Et on a du mal finalement à juger parce que
il y a des trucs où il fait pas les bons choix. Est-ce qu'il veut trop en faire, jouer en héros, au héros, je sais pas. Mais il n'a pas un grand matériel à sa disposition en attaque. C'est compliqué. Ils ont perdu également leur meilleur receveur, DJ Moore, qui est parti aux Bears dans l'échange pour Bryce Young. Et voilà, est-ce qu'on s'attendait à ce que, je sais pas, Thielen devienne le nouveau DJ Moore des Panthers? On sait qu'il a son âge quand même, Adam Thielen, et c'est lui qui est beaucoup visé. Euh, et bon, ça fonctionne pas en tout cas. Et bah voilà, ils sont ainsi 6 défaites en autant de matchs, les Panthers, et la saison va être longue. La saison va être longue. Voilà, donc le but maintenant, c'est d'essayer de construire et d'établir des bases pour mettre Bryce Young dans les meilleures conditions pour s'en sortir un petit peu mieux l'année prochaine. On continue. Numéro 7. Numéro 7 de ce flop 10 de la semaine, j'ai placé Baker Mayfield. Baker Mayfield qu'on s'était habitué à voir dans le top, et cette semaine, à nouveau, ça a été un petit peu compliqué. On l'avait vu en difficulté face aux Eagles, mais on se disait, c'est les Eagles, c'est normal. C'était un peu son seul mauvais match, si vous voulez, cette semaine. Il sortait de bye week. Et là, face aux Lions, il était en grande difficulté. Il est 19 sur 37 pour 206 yards, c'est pas terrible. Aucun touchdown, c'est la première fois cette saison qu'il ne lance pas de touchdown. Il était habitué à nous en faire 1, 2, 3 par match. Mike Evans était complètement éteint, complètement absent. Il a fait 1 ou 2 drops d'ailleurs, Mike Evans, qui sont assez coûteux. Et finalement, cette défaite, elle est logique. Et ils sont jamais pu. Alors, encore une fois, quelle est la part du play calling, du quarterback, des receveurs, de la défense adverse? C'est toujours compliqué à dire. Moi, j'ai trouvé que la défense des Lions avait été très très bonne au niveau de la couverture aérienne. Et donc, Baker Mayfield n'a pas pu se mettre dans des bonnes conditions, et on voit quand même que quand Mike Evans n'est pas là, offensivement, c'est compliqué pour cette attaque des Buccaneers. Alors, quand je dis il n'est pas là, il était sur le terrain, mais il ne s'est pas illustré. Donc, voilà. À voir pour la suite, et peut-être que il faudrait que des joueurs comme Godwin soient un peu plus en vue. Les tight ends aussi, je pense à Kyle Otton, qui sont un petit peu plus en vue, parce qu'on voit que quand on arrive à éteindre Mike Evans, ça se passe pas bien pour le quarterback, pour Baker Mayfield en l'occurrence. On continue, numéro 6. Numéro 6, je crois que c'est sa première incursion dans le flop, ça me paraît assez logique vu son bilan. Cette saison, j'ai placé Jalen Hurts des Eagles. Et oui, voilà, il fallait un match champ, ça a été un peu la semaine compliquée pour les favoris, cette semaine. On a eu pas mal de surprises. Et alors, on disait que cette équipe des Jets, en plus, qui était privée, notamment de Sauce Gardner, le cornerback, on disait que les Jets allaient souffrir sur ce match. Et finalement, c'est les Eagles qui ont souffert. C'est les Eagles. Pourquoi? Parce qu'il finit à 28 sur 45. Un touchdown, 3 interceptions. Il y en a 2 qui sont vraiment très, très, très laides. Il a un peu craqué dans la deuxième mi-temps et dans le dernier quart-temps, Jalen Hurts. Et malgré tout, ils finissent pas si loin. Ils perdent que de 6 points. Mais Jalen Hurts s'est passé à côté de son match. 3 interceptions. J'entendais dans un autre podcast tout à l'heure qu'il a déjà lancé plus d'interceptions cette saison que sur l'intégralité de la saison l'année dernière. Donc ça, je remercie les gens qui ont donné la stat. C'était chez Touchdown Actu que j'ai entendu ça. Ça c'est une petite inquiétude pour Jalen Hurts. On s'inquiète pas plus que ça du côté des Eagles. C'était un match au sang, ça arrive, mais en tout cas, il faut pas que ce genre de match se reproduise. Je plaide moi la thèse de l'accident. On avait dit que cette saison, les Eagles, ils étaient pas aussi impressionnants que l'année dernière, malgré leur bilan où ils étaient à 5-0. Mais malgré tout, on constate que cette semaine, ça a été compliqué.
Ils ont bien muselé. Bon, il court quand même pour 47 yards en 8 tentatives, mais il a beaucoup moins couru que la semaine dernière face aux Rams. Il y a toujours cette discussion, est-ce qu'il doit courir un peu plus? Il n'a pas été aidé aussi, il y a eu quelques drops notamment de Smith. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait des beaux lancers en début de match, notamment il en a fait un ou deux comme ça où il roll après le snap et il part vers la ligne de touche. Vous savez, comme on voit beaucoup à l'université. Pourquoi on voit ça beaucoup à l'université? Parce que les hash marks, vous savez, c'est ces lignes pointillées là qui déterminent où peut être placé le ballon en fonction de là où s'est terminé le jeu précédent. À l'université, elles font que le jeu est beaucoup plus concentré. Enfin, comment dire, le jeu et les hash marks sont plus espacés, si vous voulez. Donc le jeu se tourne beaucoup plus vers les sidelines, vers la touche. Et, et donc là, on l'a vu un peu faire ça, on l'a vu beaucoup roller et aller s'enfermer un peu sur la ligne de touche. Et il attend. Et en début de match, ça marchait pas mal. Il a fait un ou deux beaux lancers comme ça, notamment pour AJ Brown. Et puis bon, bah voilà. Donc je parlais du jeu de course. Il y a ce débat. Est-ce qu'il faut qu'il court plus? C'est-à-dire, il court beaucoup moins que l'année dernière. Et je lisais l'autre jour sur Twitter une discussion entre fans. C'est vrai qu'il est moins efficace, mais en même temps, il se préserve un petit peu plus. Parce que c'est dangereux, c'est toujours dangereux, ces quarterbacks qui courent. Hein, j'en sais quelque chose avec Kyler Murray. Ces quarterbacks qui courent, c'est toujours le risque qu'il se blesse, évidemment. Et donc là, on disait, la discussion, les gens disaient, bah, finalement, il court moins, c'est un peu moins efficace, ça joue un peu moins bien, mais en tout cas, il se préserve. Et finalement, on l'a vu quand il a beaucoup couru face aux Rams, c'était très efficace. Là, il a un petit peu moins couru. Et au lancer, tout simplement, la défense des Jets l'a bien muselé, hein, la défense aérienne des Jets. Donc voilà, semaine 100 pour Jalen Hurts. Moi, je m'inquiète pas plus que ça. On verra. Ils sont bye cette semaine, mais on verra. Ils sont bye cette semaine, j'ai un doute. Non, ils sont pas bye du tout. Je crois qu'ils jouent même les Dolphins, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Donc ils sont pas bye du tout. Gros test les Dolphins. Donc là, ça va être un peu. Il va falloir être au niveau. Hein. Il va pas falloir commettre de perte de balles. Et face à une défense des Dolphins qui est moins flamboyante que l'attaque, voilà, il va falloir que l'attaque carbure parce que l'attaque des Dolphins, elle carbure. On y reviendra demain. Je continue, numéro 5. Numéro 5, j'ai mis le maillot adéquat des Cardinals hein, pour le flop, ça me paraissait cohérent. J'ai placé Joshua Dobbs. Je le dis chaque semaine, mais c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, c'est pas pour être chauvin, c'est pas pour être défenseur de Kyler Murray, parce que j'adore Kyler Murray, mais je pense que ça fait partie des matchs où si Kyler Murray avait été là, on aurait pu le gagner. Je sais pas qu'on l'aurait forcément gagné, mais on aurait pu le gagner. Parce qu'on voit qu'on est quand même dedans, hein, les Cardinals sont dedans pendant une bonne partie, malgré la catastrophe au poste de quarterback. Mais en plus, il n'y a plus de James Conner, donc le jeu de course est moins incisif. Et donc oui, je vous donne ses stats, 21 sur 41, pas de touchdown, une interception. Il perd aussi un fumble, Joshua Dobbs. Et en fait, on l'a vu un peu en début de match, si vous voulez. C'est un quarterback qui peut être relativement efficace en gestion. Il a fait quelque chose un petit peu efficace avec avec des screens notamment, ça marchait bien. Il a pas mal couru, ça c'est bien. On voit qu'il court pas mal. Il a couru pour 7 tentatives et 47 yards. Il y a des matchs où il n'avait pas couru du tout. Le match contre les Bengals, il fait 1 yard à la course. Et moi j'étais là, mais cours un peu plus quoi. Et là il l'a pas mal fait ça. Pour le coup, il a pas mal fait que ce soit dans les courses qu'on appelle designed, hein, donc dessinées pour lui. Voilà, ça il l'a pas mal fait. Ou alors même quand il voit qu'il commence à prendre la pression et
et qu'il faut s'échapper pour essayer de sauver quelque chose. Il a pas mal fait, il a été chercher une ou deux premières tentatives qui n'étaient pas gagnées sur des troisièmes et longues à la course, mais malheureusement il est trop limité au poste de quarterback, à la passe, il est trop limité. C'est pas un joueur dégueulasse si vous voulez, Joshua Dobbs. Je pense que voilà, on l'aurait en backup, ce serait un très bon backup. Il y a des équipes qui aimeraient bien avoir des backups solides. Il pourrait faire le job, mais en quarterback titulaire, c'est pas possible, quoi. Puis à chaque fois, c'est un peu frustrant si vous voulez, parce que moi on me disait au début de saison, les Cards ils vont se faire exploser, c'est bon, voilà, ils vont finir premier choix de la draft. Et il y a des moments où on se dit, bah, on aurait presque préféré, on est nul, on se prend des raclés, c'est bon, terminé. Et en fait, non, on remarque qu'à chaque match, on est dedans. À part le match contre les Niners, à chaque match, on est relativement dedans, au moins une bonne partie du match, quoi. Même si là, le score est sévère, parce qu'on s'est fait rouler dessus à la course, notamment dans la deuxième mi-temps. Mais voilà, ça fait partie des matchs où je pense qu'avec Kyler Murray, il y aurait peut-être eu quelque chose à aller chercher. Encore une fois, je dis pas qu'on l'a forcément gagné, mais moi, à chaque fois que je vois Joshua Dobbs sur un terrain, je me dis, mais Kyler, reviens, s'il te plaît. Euh, J'espère qu'on verra Kyler vite. J'espère qu'on le reverra cette saison, parce qu'il y a aussi des discussions là-dessus. Moi, je pense que avec Kyler Murray, on est capable d'aller chercher un bilan qui est un peu moins infamant que ce qu'on a pour l'instant et que ce qu'on est parti pour avoir avec Joshua Dobbs. Donc Joshua Dobbs, c'est plus possible. Moi, franchement, là, si Kyler Murray, on estime qu'il n'est pas apte physiquement, d'accord, je veux bien entendre. Mais alors, essayons Clayton Tune, quoi. On lance le rookie, il a été bon en pré-saison. Alors, on sait que c'est que la pré-saison, mais essayons. On perd rien à essayer. Parce que là, il coûte trop de matchs. Joshua Dobbs, c'est pas possible. Il est beaucoup trop limité. Encore une fois, dès qu'il essaye de lancer un peu long, des fois la balle elle finit 2 mètres devant le receveur. C'est pas possible, quoi. Alors, Hollywood Brown fait ce qu'il peut. Il y a des utilisations bizarres. Alors, ça a bien marché la semaine dernière d'utiliser Rondale Moore à la course sur des jeux un peu feintés, mais il fait pas que ça, Rondale Moore. Donc, faut lui aussi lui donner un peu quelques ballons à la réception. On voit pas du tout Greg Dortch. Il est utilisé uniquement en retour de coup de pied. C'est pas possible, ça. Il montrait que c'était un bon, vous savez. Alors, je sais pas. Ceux qui ont Madden, ça va leur parler. Vous savez, dans Madden, il y a 4 sortes de receveurs. Là, on peut attribuer des points d'expérience pour faire gagner en niveau selon le style. Donc, il y a physico, il y a menace profonde, il y a slot, et puis il y a ce qu'ils appellent playmaker. Et Greg Dortch, il est playmaker. Parce que c'est sûr que c'est pas Ja'Marr Chase qui va te faire des camions de réception sur des longues distances, mais par contre c'est un joueur qui est capable d'aller capter des ballons, qui est capable d'aller gagner des yards après contact et après catch. Donc, et on le voit pas du tout utilisé en réception. Là je blâme le coaching staff. Donc, mais voilà, on peut discuter autant qu'on veut des receveurs, du coaching staff, etc. À la fin, c'est quand même le quarterback qui mène son équipe. Et malheureusement, il n'a pas mené son équipe cette semaine, Joshua Dobbs. Une nouvelle fois, il est dans le flop. Et moi, je milite pour avoir Clayton Tune là maintenant, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. On ne sait jamais si c'est un bon rookie, qu'on voit au moins ce qu'on peut en faire. On ne perd rien à essayer. Allez, on continue. Numéro 4. Numéro 4 de ce flop, j'ai placé Brock Purdy. Bah oui. Voilà, on me disait semaine compliquée pour les favoris. Les Eagles étaient à la peine face aux Jets et les Niners ont été à la déroute complète offensivement. Je vous donne les stats. 12 sur 27, 125 yards. Un touchdown, une interception. C'est le match champ pour Brock Purdy. C'est le match champ. Évidemment, il jouait l'une des meilleures défenses de la ligue. Il faut dire ce qui est. C'est Browns. Il y a une stat qui est sortie. Ils ont
Alors j'ai plus le chiffre en tête, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver, mais c'était au niveau des premières tentatives allouées. Euh, bon, si je le retrouve, je vous le ressortirai. Mais c'est la première équipe, les Browns, c'est l'équipe qui concède le moins de premières tentatives de la ligue et de très très loin. Et du coup, bah voilà, face à une bonne défense, on a vu un peu les limites des Niners. On disait, c'est vrai que depuis le début de saison, on se disait, ah là, ces Niners, ils sont imbattables. Ils ont tout, ils ont l'attaque, ils ont la défense. Alors la défense a été un peu là, hein. Il y a eu 2 interceptions, je crois notamment. Mais l'attaque n'a pas été au rendez-vous et Brock Purdy n'a pas été au rendez-vous. Et alors oui, ils ont eu la blessure de Christian McCaffrey. Peut-être qu'avec Christian McCaffrey, ça n'aurait pas été la même histoire. Ils ont eu leur kicker qui a raté notamment, je crois, 2 field goals. Il y en a un lointain et il y a en fin de match 41 yards pour la victoire. Bon, évidemment, ils ont des circonstances atténuantes, hein, très bonne défense en face, blessure, le kicker qui n'est pas au rendez-vous. Mais encore une fois, à la fin, on regarde aussi le quarterback. Et cette semaine, Brock Purdy, il n'a pas été là, il était beaucoup mis sous pression. Alors c'est marrant parce qu'on compare, attention, hein, je prends d'énormes pincettes. On le compare parfois un peu à Tom Brady dans le sens où ces 2 joueurs qui ont été draftés très très loin. Tom Brady, hein, qui est devenu le meilleur joueur de l'histoire, a été drafté au 6e tour, je crois. Brock Purdy, on le sait, a été choisi en dernière position de la draft. Et Tom Brady, sur ses premières saisons, avant qu'il explose vraiment et qu'il devienne ce quarterback exceptionnel, c'était un peu un quarterback comme ça, un peu gestionnaire. Et, moi, ça m'a fait penser à ça. On disait toujours, de toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de faire face à Tom Brady. Sinon, vous êtes foutu, il faut lui mettre la pression, la pression, la pression, la pression. Et ben là, ça m'a fait un peu penser à ça parce que Brock Purdy, mine de rien, il était en pression sur beaucoup de ses tentatives de passe. Et ben, on voit que c'était une petite limite. Hein, cette équipe qui semblait imbattable, où tout marchait bien, et ben voilà, il y a peut-être une faille à exploiter, encore faut-il y arriver, parce que la O-line des Niners est quand même solide. Il faut absolument, pour les autres équipes, mettre la pression sur Brock Purdy. Voilà. Match 100, c'est sa première défaite en saison régulière. C'est sa 2e défaite en NFL. La première, on se rappelle, c'était en finale de conférence face aux Eagles. Et en plus, il s'était blessé. Voilà. Il fallait que ça arrive. Mais match très compliqué pour Brock Purdy. On va attendre et on va espérer qu'il se remettent un peu la tête à l'endroit pour la semaine prochaine. Il y a encore débat, on ne sait encore pas si Christian McCaffrey va jouer ou pas. Numéro 3, du flop, j'ai placé Gardner Minshew. Des Colts, ça y est, les Colts ont enfin rompu la tactique qu'ils avaient depuis le début de saison, qui consistait à faire jouer une mi-temps à chacun de leur quarterback pour éviter que j'en parle. Minshew a joué tout le match et ça n'a pas été terrible. Hein. 33 sur 55, un touchdown, 3 interceptions. Et puis alors, il y en a des vilaines. Des interceptions en déroute complet. Alors, il n'est pas aidé. Hein. Moi, j'ai toujours dit, le corps de receveur des Colts, ça fait peur, quoi. Je comprends pas comment on peut ne pas donner. En plus, t'as un quarterback rookie avec Richardson, donne-lui des cibles, bon sang. Ouais, le corps de receveur des Colts, voilà. Mais la défense des Jaguars a bien joué le coup, et puis bah Minshew n'a pas été au rendez-vous, et bon, évidemment, il se retrouve très vite mené assez largement, donc il devait se retrouver à tenter des 4e tentatives en 4e et 10, ce genre de choses. Mais non, Minshew à côté de la plaque. À côté de la plaque, je vous dis des interceptions vraiment vilaines de chez vilaines. Donc, match 100 face à un rival de division. Il semblerait quand même Richardson est sur une jury réserve, donc Minshew va jouer quand même une partie du match. Il va vite falloir se reprendre. Peut-être qu'il sera aidé avec un retour un peu plus percutant de Jonathan Taylor, qu'on a un petit peu vu, un peu plus que dans le match précédent.
notamment en réception de screen. Mais en tout cas, sur ce match-là, Minshew à côté de la plaque. On continue, numéro 2. Numéro 2 de ce flop 10 de la semaine, j'ai placé Russell Wilson, 13 sur 22, 95 yards. 95. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit? Alors, un touchdown, 2 interceptions, bon d'accord. Bon, alors, en fait, on disait beaucoup que cette saison que l'attaque des Broncos tournait pas trop mal et que la défense était à la ramasse. Alors que la saison précédente, c'était l'inverse. La défense faisait un très très bon boulot, mais l'attaque dépassait quasiment jamais les 20 points. C'était la Bérésina. Et cette année, c'était un peu l'inverse. Et sur ce match, on a retrouvé un peu le contraire. La défense a fait ce qu'elle a pu, mais l'attaque a été complètement aux abois. 95 yards, bon sang, dans un match NFL. La saison elle est foutue pour les Broncos, il faut dire ce qui est. Alors sur quoi on part maintenant, c'est un peu compliqué parce que d'entamer une reconstruction quand tu viens de donner un contrat aussi lourd à un quarterback vétéran, c'est toujours compliqué. Je pense pas que Russell Wilson soit mauvais en soi. Il a fait d'ailleurs des plutôt bonnes fiches cette saison. Là, ce coup-ci, il passe à côté. Mais voilà, cette, non, cette équipe, elle fait peine à voir, quoi. Il se passe rien, il y a rien, c'est une tristesse abyssale. Et donc oui, pourquoi je parle de reconstruction? Parce qu'il y a des rumeurs de transfert de Jerry Jeudy. Vous savez que la date limite pour les transferts, c'est la semaine 8, donc là on est en semaine 6, donc il va rester à peu près 2 semaines. Et donc il y a des rumeurs de départ de Jerry Jeudy, donc il perdrait une de ses cibles prioritaires. Et ça va pas l'aider. Après, il faut voir ce qu'il récupère en échange, peut-être des tours de draft. Est-ce qu'on l'échange pour un autre receveur avec qui on pourrait créer une sorte d'alchimie régénératrice? Je ne sais pas, mais en tout cas, non, que dire, deuxième place du flop, quand tu as lancé pour 95 yards, ça c'est mérité, tu peux pas lancer pour 95 yards dans un match NFL. Ou alors c'est un match en bois qui finit à 9-6 quoi, avec la pluie, ou voilà, il y avait eu un match des Patriots l'année dernière, je sais pas si c'était contre les Bills, où il faisait une pluie torrentielle et Mac Jones avait lancé 2 passes, je crois. Sinon, ça avait été que de la course. Mais voilà, à part ce genre de conditions-là, pas se satisfaire de 95 yards dans un match NFL. Finalement, ils finissent qu'à 11 points, mais parce que l'attaque des Chiefs n'a pas été hyper efficace. Mais non, à côté de la plaque cette semaine, Russell Wilson et l'attaque des Broncos. Numéro 1, grande première dans Franchise QB, puisque pour ce numéro 1, j'ai un prix conjoint. Mais vous allez voir, en fait, ça concerne 2 quarterbacks de la même équipe qui ont, à mon sens, été équitablement mauvais sur ce match, puisque j'ai placé numéro 1 du flop Ryan Tannehill et Malik Willis. Ce match était mais pénible à suivre. C'était un match de 15h30. On se dit chouette, on a du foot un peu plus tôt. On commence à 15h30, on va finir à 5h du mat si on veut regarder jusqu'au Sunday Night Football. Mais c'était, oh là là. Alors je vais parler de Ryan Tannehill dans un premier temps qui finit 8 sur 16, 76 yards. Alors bon, je parlais des 95 de Russell Wilson tout à l'heure. C'est guère mieux. Il a un peu moins joué puisqu'il est sorti dans le troisième quart. Donc pas de touchdown évidemment, une interception, 2 sacs. Vous allez voir que les sacs ça a été un thème récurrent cette semaine pour Tennessee. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe à Tennessee. J'ai l'impression que le play calling me surprend un peu. Alors on a Hopkins, alors on veut faire lancer. Bah ouais, mais des fois, t'as quand même Derrick Henry. Alors, il était bien muselé, Derrick Henry. Il a fait beaucoup de courses assez inefficaces au début.
où il faisait 2 yards par-ci par-là. Mais je sais pas, fait des screens avec lui, avec Spears, fait des passes plus courtes si tu veux pas faire que courir, mais non, aux abois complètement. C'est une statue, il trouve personne. Alors éventuellement, Hopkins fait quelques réceptions parce que c'est Hopkins et que c'est un excellent receveur. Mais sur ce match, non, voilà, ouais, c'était pénible en fait. C'était pénible. Ryan Tannehill, il y a eu des matchs, hein, moi je l'ai mis dans le top peut-être 2 fois cette saison. Donc il y a des matchs où il s'en sortait pas si mal et où il trouvait un peu l'équilibre. Et en fait, c'est ça le point déterminant pour Ryan Tannehill, c'est qu'il faut qu'il trouve de l'équilibre dans le jeu. Bien alterner entre la passe, les courses et quel genre de passe je veux faire. Parce que quand on lui fait lancer, bah non, ça marche pas. Et donc, je vais quand même parler de Malik Willis. Alors, les stats sont faussés, hein, je vous le dis tout de suite. Puisqu'il est à 4 sur 5, 74 yards. Sauf que dans le dos, il y a une passe écran, une screen pass pour Spears, justement, qui gagne énormément de yards, qui les met en red zone d'ailleurs. Et bon, bah, d'accord, il a bien joué la screen pass, mais bon, c'est le receveur et le running back en l'occurrence derrière qui fait quand même le boulot. En plus, non seulement la screen est bien jouée et ça lui permet la première tentative, mais derrière il a une belle course où il évite des défenseurs et donc il a gagné beaucoup de terrain. Bon, c'est mettre au crédit au niveau des stats, c'est mis au crédit de Malik Willis, mais c'est quand même plus le running back qui fait le boulot. Et Malik Willis, moi, c'est pareil, ce n'est plus possible. On l'a vu l'année dernière, il était nul. On l'a vu là, il est nul, mais alors nul de chez nul. Bon, il reste une screen pass, très bien. À côté de ça, je sais pas s'il panique, je sais pas. Parce qu'on me disait, c'est un quarterback. Moi, je me rappelle, on me demande sa draft. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est un quarterback, il a un bras, il fait des lancers de 60 yards. Bah, on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu. Alors on disait les Titans ils ont pas de receveur et là ils ont dit Andrew Hopkins, alors vas-y fais péter tes 60 yards. J'exagère un peu mais j'ai le sentiment que Malik Willis il panique complètement. La pression commence à arriver, en plus c'était la défense des Ravens et il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire et il arrive même pas, et c'est là que je lui reproche, à se débarrasser du ballon parce que il mange 4 sacs en un peu moins d'une mi-temps. 30 yards de perte nette. Et, et dans ce cas-là, alors il y a des moments où il essayait un peu de courir quand il voyait la pression arriver, parce qu'il court pas trop mal. Mais il faut apprendre à se débarrasser du ballon. Et les sacs, il y en a qui sont pas pour la ligne offensive, mais qui sont pour le quarterback. Et là, regardez les 4 sacs de Malik Willis. Les 4 sont pour lui. Les 4 sont entièrement de sa faute. Moi, je dis franchement, je pense quand même que Ryan Tannehill peut réussir à être le game manager qu'il a toujours été et a plutôt mené pas trop mal cette attaque des Titans avec l'appui du jeu de course. Mais si vraiment, s'il est blessé comme c'était le cas dimanche, ou si on lui fait plus confiance, tant pis. Je veux voir Will Levis. Je veux voir Monsieur Café Mayonnaise là. J'explique pour ceux qui ne savent pas, il a fait beaucoup parler de lui à l'université parce qu'il mettait de la mayonnaise dans son café. C'est les Américains, ne cherchez pas à comprendre. Mais je me dis, il doit être sacrément mauvais, Will Levis, quand même, pour avoir réussi à perdre le poste de numéro 2 contre Malik Willis. Mais je sais pas, en pré-saison, il n'était pas si dégueulasse. Au point où ils en sont, franchement, si j'ai besoin d'un numéro 2, je préfère le mettre lui sur le terrain. Hein. C'est comme pour Clayton Tune, plutôt que de mettre Malik Willis. Évidemment, Tannehill reste le choix prioritaire, mais voilà. Prix conjoint parce que les deux ont été équitablement mauvais cette semaine. Catastrophique, cette attaque des Titans, elle fait vraiment peine à voir. Allez, un petit récapitulatif avant de se laisser. Je fais le récap du top 10, du flop 10 pardon, de la semaine. Numéro 10, Justin Fields des Chicago Bears. Numéro 9, Geno Smith des Seattle Seahawks. Numéro 8, Bryce Young des Carolina Panthers. Numéro
J'en suis à 7 Baker Mayfield des Tampa Bay Buccaneers. Numéro 6, Jalen Hurts des Philadelphia Eagles. Numéro 5, Joshua Dobbs, Arizona Cardinals. Numéro 4, Brock Purdy des 49ers de San Francisco. Numéro 3, Gardner Minshew des Colts d'Indianapolis. Numéro 2, Russell Wilson des Broncos. Et numéro 1, prix conjoint à Ryan Tannehill et Malik Willis des Tennessee Titans. Et c'est comme ça qu'on va terminer ce nouvel épisode de Franchise QB. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à donner vos commentaires, à me dire si vous avez envie de venir. Comme la semaine dernière, j'étais avec un invité. J'aimerais bien avoir chaque semaine un invité, ce serait bien. Des gens nouveaux, des gens d'équipe qu'on n'a pas encore beaucoup évoqués, qui nous parlent de leur quarterback, qui donnent leur point de vue. C'est toujours plus sympa quand on discute. Donc n'hésitez pas, donnez-moi vos commentaires sur les réseaux, sur YouTube, où vous voulez. Dites-moi si vous avez envie de venir. Je vous remercie d'avoir suivi ce flop de la semaine. Et on se retrouve demain pour le top, les 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Ciao tout le monde, bye bye.